Psst, la Pampa, épisode 3. Tracer la route. La motivation était de donner un but à notre voyage, de pas uniquement voyager pour nous, mais essayer d'en faire quelque chose qui soit utile aux autres. Faut bien connaître la personne avec qui on voyage parce qu'on vit quand même 24 heures sur 24 ensemble. Pour Olivier, le vélo c'est simple. Il est tombé dans la marmite quand il était tout petit. Claire, elle, a eu le coup de cœur bien plus tard. Mais très vite, même si elle ne sait pas encore où elle va, elle sait que ce sera à vélo. Alors, quand ces deux-là se rencontrent, quoi de mieux qu'un premier encart en VTT ? Un premier coup de pédale qui les mènera vers de nombreux autres. Après s'être réchauffés sur la Vélodyssée, ils ont enchaîné les cols et les lacs de Munich à Venise. Mais surtout ont rejoint le port baltique de Tallinn depuis le mont Olympe en passant par les Balkans. Mais Claire et Olivier, c'est bien plus que ces milliers de kilomètres accumulés avec le sourire. C'est aussi une belle équipe qui partage au quotidien sa passion au travers de Topo Guide, mais surtout d'un podcast, pour permettre au plus grand nombre de se mettre en selle. Bonne écoute à tous. Je m'appelle Olivier, je suis originaire de Haute-Savoie, d'Annecy plus précisément. Et en fait, j'ai commencé le vélo depuis que je suis tout petit. Je suis dans une famille où le vélo est une affaire de famille. Mon plus vieux souvenir n'est pas forcément un souvenir très positif, mais c'est le plus vieux souvenir que j'ai à vélo. Je devais avoir 4 ou 5 ans en fait, et à cet âge-là, je commençais à partir visiter mon village, les alentours avec mon père à vélo. Et j'adorais ça, j'étais tout fou. Vraiment, c'était la découverte de la mobilité pour moi. Et en fait, mon plus vieux souvenir, c'est celui d'une gamelle où je suis tombé. Une belle chute quand même, parce que je m'étais ouvert le front, mais ça ne m'a pas empêché de continuer le vélo plus tard. Donc finalement, ça reste un souvenir pas si négatif que ça. Ensuite, j'ai déménagé sur Toulouse pour les études, où j'ai rencontré Claire. Et c'est ma rencontre avec Claire, du coup, qui a permis de concrétiser un premier voyage à vélo, qui m'a fait découvrir le voyage à vélo. Et moi, c'est Claire, je viens de Charente, un petit village près d'Angoulême. J'ai 25 ans et contrairement à Olivier, j'ai commencé le vélo assez tard, on va dire autour de 20 ans, quand j'ai trouvé un vieux vélo dans ma grange. Et je me suis dit, pourquoi pas utiliser un vélo pour voyager et pour partir découvrir la France et d'autres pays en Europe ou un peu plus loin. Et donc je suis assez têtue, donc j'avais cette idée en tête. Et quand j'ai rencontré Olivier, je lui ai dit, est-ce que tu veux pas venir avec moi faire un voyage à vélo ? Et c'est comme ça qu'on a fait notre premier voyage à vélo sur la Vélodyssée. La première fois où on a fait du vélo tous les deux, c'était le jour de notre rencontre. Olivier m'avait invité à aller faire un tour de VTT avec lui autour de Toulouse. Et moi, je lui avais dit, non, mais tu sais, le VTT, je sais super bien faire, j'en fais en Charente, t'inquiète pas. Bon, j'ai pas de vélo, j'ai pas de casque, j'ai rien du tout, mais je te promets que je sais faire du VTT. Et en fait, une fois que j'ai eu rencontré Olivier qui m'a donné un deuxième vélo, je savais pas du tout faire du VTT. Du coup, ça a été un enfer, la première sortie. On a fait 30 km, 700 mètres de D+, je suis tombée je sais pas combien de fois, on s'est pris la grêle au milieu, c'était horrible. Du coup, j'ai laissé Olivier chez lui et je me suis dit, je ne voyagerai jamais avec quelqu'un en voyage à vélo. Et celui-ci, c'est pas le bon. Donc voilà, plutôt positif comme souvenir, comme premier souvenir à vélo avec Olivier. Oui, mais certains ont un banal ciné. Toi, tu as eu une sortie à vélo. C'est quand même sympa. J'aurais préféré cinéma, je crois. Concernant la préparation du voyage, il y a la préparation du matériel et aussi un peu la préparation physique. En fait, on ne s'est pas vraiment préparé spécifiquement pour ce voyage.
En tout cas, on aime beaucoup bouger, sortir, faire du sport et du coup, au printemps, on a fait pas mal de randonnées. Mais voilà quoi, pour le plaisir, pas vraiment en termes d'objectifs. On s'est jamais mis d'objectifs. On s'est jamais dit, tiens, faut qu'on fasse 50 kilomètres cette semaine, puis la semaine prochaine on fait 80 et puis 100. On s'est quand même testé sur un week-end. Voilà, on est parti 2 jours. C'était plus histoire de tester le matériel et puis oui, nous aussi nous tester un petit peu, mais finalement, on s'est pas préparé physiquement de manière spécifique. En termes d'entraînement, ça revient un peu sur la gestion de la fatigue pour nous, de se dire: «OK, ça, on sait qu'on peut le faire, on sait qu'on peut pédaler entre, 40 et plus, par jour. On sait qu'en termes de dénivelé, entre temps et temps, on sait qu'on peut le faire. On sait qu'à partir d'une telle limite, ça va être très difficile pour nous, mais qu'on peut le faire et qu'à partir d'une telle limite, c'est impossible pour nous». Et c'est plus savoir ses bornes et savoir ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable pour nous. Par exemple, Olivier, lui, est de Haute-Savoie, donc la montagne, il connaît, mais pour moi, le dénivelé, ça voulait rien dire quand j'ai rencontré Olivier. Enfin, 400 mètres de dénivelé, pour moi, ça voulait rien dire du tout. Et quand on a fait notre deuxième voyage sur Munich-Venise, là où il y avait du dénivelé, ok, 1000 mètres de dénivelé, on peut le faire, mais on va être un peu fatigué par rapport à ce qu'on faisait en 2018. Faire 2000 mètres de dénivelé, bon, à notre niveau et puis avec notre équipement aussi, quotidiennement, c'est pas possible. En 2019, on a fait notre plus grand voyage à vélo jusqu'à maintenant. En juin, on est parti pour faire un Athènes-Tallinn, donc on voulait relier la Grèce à l'Estonie. L'objectif initial était de suivre l'Eurovélo 11, mais l'Eurovélo 11 est toujours en cours de développement, c'est-à-dire qu'elle est tracée sur la carte du site Eurovélo, mais sur place, il y a globalement aucune infrastructure cyclable. Et notre objectif, c'était de référencer cet itinéraire cyclable, donc de créer des cartes, des topos, de référencer les points d'eau, les points d'intérêt, les magasins d'alimentation et tout ce qui est nécessaire aux voyageurs à vélo pour qu'ils puissent refaire cet itinéraire. Donc on s'est lancé en juin d'Athènes, en Grèce, et après on a remonté vers le nord de l'Europe, et donc pour un total de 4500 km, et on a achevé notre voyage mi-août 2019. Partis de Grèce, Claire et Olivier ont ensuite traversé la Macédoine du Nord, la Serbie, la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie et ont donc terminé en Estonie. Concernant le trajet en avion pour aller à Athènes, on appréhendait un petit peu, si on avait lu des retours de voyageurs qui n'avaient pas forcément été très positifs. Et c'était un petit peu stressant aussi la préparation, puisque nous avons dû démonter les vélos et les démonter, mais pas qu'un peu. Ça m'a pris la journée de trouver le bon arrangement, parce qu'évidemment, on n'a pas envie d'abîmer les vélos avant même de commencer le voyage. Donc voilà, trouver la bonne organisation dans les cartons, la bonne optimisation, et puis surtout que la veille, les cartons qui devaient faire la bonne taille, finalement, il y en a un qui n'allait pas, il y a un carton qui était trop petit, et donc on a dû en catastrophe aller en chercher un autre chez un vélociste qui par chance en avait un plus grand, et bon, c'était un petit peu stressant, mais finalement on n'a eu aucun problème ni à l'aller ni au retour. Donc voilà, on arrive à l'aéroport, on sort, on remonte les vélos. Il était 21h, le temps de remonter les vélos, il était 22h, donc il faisait bien nuit. D'ailleurs, on y est, on est excité, on est vraiment content de pouvoir partir. Sauf que le problème, c'est qu'on ne sait pas par où partir, puisque on est à l'aéroport et en fait, il n'y a rien pour repartir. Le GPS nous fait prendre une voie à contresens, nous fait remonter au parking, bon, on redescend, autre GPS, il nous fait traverser les pistes, enfin bref, n'importe quoi. Et du coup, on a fini par partir sur la voie rapide et après sur l'autoroute. Bon, on a fait 4-5 km et après sur des petites routes. Donc c'est vrai que les premières sensations du voyage, c'était un petit peu d'adrénaline et on était bien dedans dès le début. Donc ça, c'était pas mal.
Ensuite, on a fait une journée où on est parti de Spata et où on a rejoint Athènes, donc ça faisait une 30aine de kilomètres. Et il faut savoir que quand on est arrivé en Grèce, on s'est trouvé un peu plus dépaysé que ce que l'on aurait pensé au premier abord. Il faisait très chaud, il y avait beaucoup de chiens et aussi peut-être une pauvreté qui est un peu plus présente que dans d'autres pays européens et qui nous a assez frappés. Et en fait, on avait réservé un hébergement à Athènes, mais on connaissait pas du tout Athènes et on se doutait pas, enfin, des différents quartiers. Et il se trouve que c'était pas un quartier super accueillant, on va dire. Mais l'Airbnb était pas cher. Donc on est arrivé là-bas, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait là quoi. C'était limite, c'était entouré de bidonvilles. Voilà, on a eu quelques petits soucis de localisation par la suite dans la soirée. Il y a un taxi qui nous a ramenés jusqu'à notre Airbnb, mais il nous a dit mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous avez pris cet Airbnb et tout? Mais vous êtes fous. Bref, du coup, on a passé la nuit dans cet Airbnb près d'Athènes et le lendemain, on a vraiment fait notre premier jour de voyage à vélo, donc d'Athènes jusqu'à Thèbes. Et il faut savoir que Athènes, en tout cas par là où on l'a quitté, est entouré de montagnes, entre collines et montagnes. Et donc, qu'on est obligé de passer un col pour arriver dans l'autre partie de la Grèce, en Grèce continentale, et de remonter vers le nord. Donc, on n'avait pas trop le choix. Donc, on a quitté Athènes et assez tôt et on s'est engagé donc sur cette route de montagne. On nous a fait faire pas mal de dénivelé, mais c'est une route assez tranquille, à part qu'il y avait énormément de chiens errants et aussi beaucoup de pollution, de plastique, de vêtements qui traînaient un peu partout. C'était assez bizarre. C'était une journée compliquée. C'est vrai que c'était, je pense, une des plus difficiles, parce que c'était de se mettre dans le bain, en fait, et puis de démarrer le voyage et je crois pas que non, je pense que c'était une des plus difficiles, après on n'a pas eu de problème particulier, ni quoi que ce soit sur la suite du voyage. Nous étions, en Grèce en juin et sous les fortes chaleurs, on a eu jusqu'à 46 degrés et donc on a dû s'adapter, déjà en partant tôt. Alors ça, c'est vrai que c'était très agréable, enfin en tout cas pour ma part, vraiment rouler à la fraîche, c'est vraiment quelque chose que j'adore. On a, la sensation de respirer enfin, quand il fait 19-20 degrés, que tout le monde est encore endormi, tout est calme, c'est vraiment des sensations, super agréables. Et puis, bon après la température monte un petit peu, vers 7 h, 8 h du matin, 9 h on fait une première petite pause. Bon et on commence à transpirer un peu et on sent vraiment, ouais, le corps, chauffer petit à petit, et en général, on était dans le rouge à partir de 11 h du matin et là, c'était Claire qui me motivait parce que, elle est quand même vachement plus résistante que moi et du coup, c'est elle qui avançait et moi qui essayais de m'accrocher, et après, c'était, l'idée, c'était de passer, le reste de la journée sans trop souffrir, de trouver un peu d'ombre et un peu d'air et avant, du coup, la douche du soir, où là, à nouveau, on refroidit le moteur et puis on recommence pour une nouvelle journée. On mettait le réveil, 4h30, 5 h du matin. Ça nous a permis de voir, vraiment des super levées de soleil et j'en ai un en tête. Nous étions sur une colline avec vue sur la mer, les champs d'oliviers, donc dans un parc naturel, le parc des Sourpis et là, on était tout seul sur une petite colline et on a vu le soleil se lever, c'était vraiment vraiment top et en plus, comme on était sur une colline et ben, on a eu, le droit à la descente, avec les premières lueurs de la journée, donc c'est une belle entrée en matière. Notre itinéraire en Grèce nous a fait nous rapprocher du mont Olympe. Déjà, ça nous intéressait parce que c'est vrai que c'est quand même un objectif et un point, assez remarquable et c'était vraiment agréable puisque auparavant donc nous étions dans les terres, en plaine et donc là vraiment, sous le cagnard, en pleine chaleur. Donc cette fameuse étape, où nous avons rejoint le mont Olympe, nous sommes repartis, sur la côte et là, c'est vrai qu'on a eu de la fraîcheur, on a eu une belle descente. Il y a une journée où on a mis les vélos et les pieds un peu trop dans la boue. On était en Macédoine du Nord et il nous restait
C'était quelques kilomètres avant le pique-nique du midi. Et donc, on avait vu une petite ville où on pensait déjeuner. Et on s'est dit, enfin, je me suis dit, parce que c'est de ma faute quand même, je me suis dit, on va pas prendre la grosse route, on va prendre le petit chemin qui est sur notre appli GPS sur le téléphone. Et en fait, c'était de la boue, bien collante, qui colle aux pneus, qui colle aux chaussures. Voilà, sur 1 ou 2 kilomètres, on a cru qu'on n'allait jamais en sortir. Ça glissait, c'était une horreur. Et puis on a fini par arriver au village, donc on était très très sale. On a pique-niqué dans le parc d'une église et puis le prêtre est arrivé et a commencé par nous sortir le jet d'eau pour nettoyer les vélos, donc rien que ça c'était très sympa. Il nous a donné des fruits, nous a demandé si on avait quelque part où dormir le soir même. Et lui, il nous a dit qu'il pouvait nous héberger au monastère, qu'on aurait une chambre privée du coup. Donc on a dit bah oui, pourquoi pas. Et il nous a amenés du coup jusqu'au monastère qui était situé sur une colline à quand même 5 ou 10 kilomètres de la ville, c'était pas à côté, mais ça grimpait bien. Lui, il était en voiture, nous on était à vélo derrière, donc Olivier essayait de suivre et puis moi j'étais loin derrière. C'est comme ça qu'on a passé une belle après-midi, on a pu nettoyer les vélos, être au sec, faire la lessive. Concernant les topos, c'est vrai que c'était un des points majeurs de notre voyage. C'était l'objectif en fait. La motivation était également en fait de donner un but à notre voyage. Ne pas uniquement voyager pour nous, mais essayer d'en faire quelque chose qui soit utile aux autres. En ce qui concerne leur élaboration pratique, en fait, ça s'est déroulé en 3 phases. Il y a d'abord eu la préparation du voyage, où là on a fait l'itinéraire, donc tracer l'itinéraire, mais également du coup de déjà planifier ce qu'on avait comme point de chute, c'est-à-dire comme lieu touristique, comme point d'alimentation. On a essayé de rassembler un maximum d'informations avant de partir. Donc ça nous a permis de faire des préversions en quelque sorte des topos. Sur le voyage, j'enregistrais l'itinéraire et je notais l'état des routes sur mon téléphone. Et le soir, nous rédigions des petits comptes rendus, donc avec globalement nos impressions sur la journée. Et ensuite, la troisième et dernière phase, c'était la mise en forme de toutes ces informations. Et pour cela, on s'est partagé le travail. Je me suis occupé de la partie état des routes et itinéraire. Et Claire s'est occupée de la mise en page, de la rédaction et de la diffusion des topos. Quand on est à vélo, on se sent un peu plus proche des gens, déjà, parce qu'on va moins vite qu'une voiture, donc on a un peu plus le temps de voir le paysage et qu'on est aussi plus vulnérable qu'une voiture. Donc les gens, généralement, dans certains pays, nous encourageaient, comme en Grèce, en Macédoine du Nord, en Serbie. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on est peut-être un peu plus abordable que des voyageurs lambda, on va dire, qui utilisent des moyens de transport un peu plus communs. Après, honnêtement, pour nous, on a été de Grèce à l'Estonie, donc des pays dont on ne parlait pas la langue et où l'anglais n'était pas forcément le plus répandu, ou en tout cas, comme en France, n'était pas forcément parlé par tout le monde, ce qui est assez normal. Et on a eu vraiment un peu de mal à communiquer. Et aujourd'hui, dans nos voyages en France, c'est quelque chose qu'on retrouve et qui nous manquait sur cette Athènes-Tallinn. En France, forcément, on arrive tout de suite à communiquer, à discuter très rapidement, rapidement ou plus longuement avec les gens, de voyage et de la vie quotidienne. C'est quelque chose qui nous a manqué sur Athènes-Tallinn, mais on a quand même fait de très belles rencontres, notamment un jour en Serbie où il faisait une chaleur pas possible et c'est une étape où ça montait pas mal. Je disais à Olivier: «Oh, je rêve que d'une chose, c'est d'une boisson fraîche, de l'eau pétillante, quelque chose comme ça». Et à notre hauteur, il y a une voiture qui s'est arrêtée, qui nous a tendu une bouteille de Badoit. Et là, ça a été le paradis, voilà. On pourra dire que voyager à 2, c'est plus facile et je crois que c'est quand même majoritairement vrai. Pour moi qui suis très gestionnaire, ça ça apporte des aspects très pratiques. Un des bons souvenirs, c'est par exemple, découvrir ensemble, des villes comme Vilnius ou Cracovie. Voilà, de partager ses souvenirs, de partager des bons petits plats aussi et puis voilà, nous on aime bien voyager à 2. J'ai voyagé toute seule, avant en sac à dos et c'est vrai que c'est pas du tout la même chose.
On a des souvenirs un peu plus compliqués où on s'est un peu testé, comme par exemple pour notre deuxième voyage sur Munich-Venise, où Olivier était tout content et puis moi j'en avais chaud, j'en avais marre, et puis il arrêtait pas de parler, j'avais qu'une envie, c'était qu'il se taise. Mais c'est vrai qu'il faut bien connaître la personne avec qui on voyage parce qu'on vit quand même 24 heures sur 24 ensemble et que après une journée de vélo, on est quand même un petit peu fatigué. Enfin, tout dépend de la journée, mais bon, la plupart du temps, on est quand même assez fatigué. Quand il pleut, quand il fait trop chaud, quand il y en a un qui veut avancer et que l'autre veut pas avancer, quand il y en a un qui a faim et que l'autre n'a pas faim, c'est que des fois, on est très fatigué et puis on n'a plus la patience. Ouais, c'est vrai que oui, voyager à vélo, ça apporte beaucoup de surprises inattendues. Et là, tout de suite, j'ai un souvenir qui me vient en tête, c'était en Pologne, où on avait visité un petit camping dans une petite ville, Łomża, plutôt dans le nord de la Pologne. Et en fait, quand on est arrivé au camping, bon déjà fallait réserver au port, enfin bref, c'était pas très clair pour aller au camping, bon, soit. Et en fait, quand on arrivait au camping, c'était plein d'énormes voitures de luxe, hein, avec des grosses caravanes. Et en fait, on s'est senti vraiment mais tout petit, enfin insignifiant dans ces riches familles. Alors, je crois que c'était des Anglais qui étaient juste à côté. Alors, nous, on a réussi à trouver une petite place pour mettre notre tente entre deux voitures. Et c'est vrai que là, du coup, c'était un peu une surprise, enfin, dans le sens vraiment des contrastes, des vies complètement différentes qu'on peut avoir. On était là à se faire des pâtes sur notre réchaud dans l'herbe, et eux, ils sortaient des sets de cuisine, des trucs qui devaient coûter 10 fois le prix de nos vélos. Pourtant, vous aviez de beaux vélos, hein. Ouais, mais c'était, c'était des belles, des belles caravanes. On aime alterner les hébergements et notamment les bivouacs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on commence à voyager à vélo, mais on n'a pas non plus une expérience énorme. Et ce voyage d'Athènes à Tallinn, c'est notre premier grand voyage. Et le bivouac, c'était encore un petit peu compliqué pour nous. Alors, bon, on a quand même pas mal bivouaqué, mais à chaque fois, c'était un petit peu compliqué, du coup, de se creuser la tête pour trouver un endroit adéquat. Parce qu'on n'osait pas, parce que voilà, on avait peur d'être à un endroit où c'était interdit, où on allait être dérangé. Et donc, on s'est peut-être mis plus de difficultés que maintenant, en fait. Maintenant, on se pose moins de questions. Et alors, du coup, pour choisir un bivouac, ce qu'on faisait, c'était avec la carte, en fait, de regarder un endroit où il n'y avait pas d'habitation. Donc de repérer un champ un peu isolé, on allait voir, et puis suivant si c'était bien ou pas, on y allait. Ou alors simplement à l'instinct, voilà, tout à l'heure je parlais d'un magnifique lever de soleil au sommet d'une colline. Et donc là, c'est Claire qui a vu un petit chemin qui partait sur la gauche, on s'est dit tiens, on va aller voir. Puis c'était un super spot. Par contre, c'est vrai qu'au fur et à mesure de notre voyage, on a pu quand même développer nos capacités de bivouac, augmenter notre zone de confort en fait, et surtout dans les pays baltes. Et là, ça m'amène sur notre plus beau souvenir de voyage, qui est donc notre premier bivouac en Lituanie, après avoir passé la frontière en fait, entre la Pologne et la Lituanie. Et donc pourquoi notre plus beau souvenir de voyage? Bon, déjà le cadre. Le cadre était vraiment super, un joli lac, une eau transparente au milieu des forêts, vraiment au calme. Et ensuite, tout simplement, c'était une aire de bivouac aménagée. Et donc ça, c'était la première fois qu'on en voyait. Il y en a régulièrement dans les pays baltes, c'est-à-dire qu'on a un coin pour faire du feu, on a des abris. Là, il y avait des petits pontons pour aller dans le lac. Et en fait, quand on est arrivé là-bas, on n'y croyait pas. Et pour l'anecdote, moi j'ai demandé à Claire, non mais c'est pas normal là, où est la réception là? Enfin moi je pensais que c'était un camping. Et non non, c'était vraiment un endroit de bivouac gratuit. Et, ah c'était génial. En plus on était tranquille tout seul. Enfin c'était vraiment un super souvenir. C'est vraiment des endroits qui sont faits pour les locaux et pour les voyageurs aussi, d'avoir vraiment tout le confort et de pouvoir profiter de la nature sans non plus la dégrader, enfin en ayant un espace dédié à ça. Le pire bivouac, c'était en Hongrie, pas très loin de la Slovaquie. Donc on commence à rentrer dans les Carpates. Bon, on se disait que bon, on sait qu'il y a des ours dans les Alpes.
Et bon, c'était quand même trouver un coin de bivouac près d'une rivière, en sous-bois. Bon, c'était pas top. C'était ouais, c'était un peu sombre. Bon, bref, pas super. Et puis pendant la nuit, bah, en fait, on a entendu des craquements, des grognements, et moi, ça m'a vraiment foutu les chocottes. Et parce que c'est vrai que ça paraît bête quand on en parle comme ça, mais sur le coup, bah, on est tout seul enfin tout seul avec Claire dans la tente. Bon après, Claire, elle avait mis les boules qui m'avait dit rendors-toi, donc elle m'a pas trop aidé sur ce coup-là. Non, on était vraiment en forêt, il faisait vraiment nuit noire, c'est assez incroyable d'ailleurs. On a peu l'occasion de voir une nuit noire, mais on voyait vraiment rien du tout. Je comprends qu'Olivier ait eu peur, mais on pouvait rien y faire de toutes les façons. Notre pays préféré, c'est la Lituanie parce que, comme on l'a dit, avant, il y a des possibilités de bivouaquer, partout avec des superbes infrastructures près des lacs et c'est vrai que quand tu sais que tu vas pouvoir dormir quelque part le soir sans trop de contraintes et avec des aménagements, gratuits, ça t'enlève déjà un poids sur les épaules pour la journée et puis aussi on a trouvé que la Lituanie était un pays quand même assez dépaysant avec des grandes forêts de conifères, beaucoup de nature, beaucoup de routes qui n'étaient pas goudronnées. C'est un pays où le coût de la vie est quand même assez abordable et où tu peux être complètement dans la nature et ça on a adoré. C'est pas uniquement la Lituanie, ça commence en fait tout au nord de la Pologne. Donc ces paysages de grandes forêts, de petites routes et autres. On l'a vu à partir du nord de la Pologne, à partir d'Augusto, jusqu'en Lituanie. Puis après, bah forcément, ça continue en Lettonie, en Estonie. C'est trois pays qui sont assez différents, mais où on retrouve quand même les mêmes paysages et la même volonté d'être proche de la nature. C'est quelque chose qui nous a beaucoup plu. On a gardé beaucoup de souvenirs de ce voyage, et pour ma part, j'ai gardé un souvenir tout bête en fait, c'est l'odeur du feu de bois des bivouacs qu'on a fait notamment dans les pays baltes. Et c'est vrai que là, d'arriver le soir, hop là, trouver du petit bois, lancer le feu, et puis voilà quoi, se faire un petit feu, se faire à manger, se réchauffer. Ça, bah, c'est resté vraiment cette odeur de feu de bois. C'est vraiment quelque chose qui me rappelle de bons souvenirs. Une fois le voyage terminé, on a dormi. Et ça, c'était pas mal. Qu'est-ce qui nous a le plus manqué On a apprécié retrouver notre famille, car on est arrivé directement dans la famille d'Olivier. Son père est venu nous chercher à l'aéroport, parce qu'on avait pris l'avion pour revenir aussi. On a apprécié être dans la famille, être un petit peu en vacances, on va dire, même si c'était de courte durée. Après, on est parti que 2 mois et demi, et on a aussi l'habitude de pas voir notre famille très souvent, donc on peut pas dire qu'elle nous ait beaucoup manqué non plus. Voilà, il y a rien qui nous a vraiment manqué. Plutôt, enfin, je repense plutôt à la peur de la suite, de reprendre des études, pour moi de commencer un nouveau diplôme. Donc ça, on commençait un peu une nouvelle vie tous les deux aussi parce qu'on vivait pas ensemble avant. Donc trouver un appartement, toutes les choses de la vie quotidienne avant une rentrée des classes, on va dire. C'était notre dernière rentrée des classes. Donc voilà, plus d'appréhension que de joie, on va dire, à l'idée de rentrer en France. Bah, pour ma part, ça m'a montré qu'un grand voyage était possible à vélo et que c'est ce que j'aimerais faire dans quelques années. Ça m'a aussi montré, enfin ça je le savais déjà, mais qu'en prenant son temps et en faisant quelques kilomètres tous les jours, eh ben, on pouvait arriver à un voyage qui était assez chouette et dont on peut être fier. En tout cas, moi j'en suis fière. Et ça m'a montré aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le vélo et qui aiment voyager à vélo et qui ne savent pas forcément comment faire ou qui font des premiers voyages et en tout cas les topos m'ont donné envie d'aider plus ces personnes à se tourner vers le voyage à vélo, rien que pour un week-end, voilà.
c'est de dire que le vélo est accessible à tous, qu'on fasse 15 km par jour ou 250, ça reste du voyage à vélo. L'essentiel, c'est d'aller d'un point A à un point B en se faisant plaisir et voilà, de quitter un peu la vie quotidienne. La Pampa épisode 3 c'est déjà terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, faites-nous rêver en vous abonnant au podcast sur votre appli, en nous mettant un petit commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et en nous suivant sur Instagram @sopampastique. Je vous remercie beaucoup d'avance. Pour continuer l'aventure, je vous invite à me laisser en commentaire les voyageurs à vélo que vous souhaiteriez entendre dans les prochains épisodes de La Pampa. Merci à Claire et Olivier pour leur partage et leur bonne humeur, mais aussi pour tout ce qu'ils donnent aux voyageurs à vélo au quotidien. Allez vite les retrouver sur leur réseau en description de cet épisode. La musique est toujours de Cédric Clavel et le mixage et le montage de Camille Boyardi-Franqui. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle aventure pampastique et avant de se quitter, je vous laisse avec Claire qui nous raconte les débuts de son podcast Cyclotopo. En novembre 2020, le podcast Cyclotopo est né. En fait, tout simplement, je suis tombée sur un podcast dont je suis absolument fan, qui s'appelle Expat Families de Cindy. C'est un podcast tout simple où Cindy, une expat, interviewe un autre expat ou une autre expat, et notamment tout ce qui tourne autour de la famille. Et je trouve que c'est un podcast qui se prend pas la tête. Et du coup, je me suis dit, bon, il doit bien exister quelque chose sur le voyage à vélo. Donc j'ai tapé voyage à vélo sur Spotify et il y a rien qui est sorti. Et il se trouve que j'étais dans une période entre deux contrats et que j'aime pas m'ennuyer, et que je me suis dit pourquoi pas faire un podcast sur le voyage à vélo. J'avais tout ce qu'il fallait suite à de précédentes expériences plus jeunes, on va dire. Et du coup, il se trouve qu'à cette même période, on avait aidé une jeune voyageuse à vélo et je me suis dit je vais demander à Betty si elle veut participer à mon premier épisode. Ça va être un peu nul. Tout le monde dit que les premiers épisodes sont un peu nuls. Mais bon, peut-être qu'elle va vouloir participer et puis peut-être que ça va le faire. Donc Betty a été très volontaire et on a fait un superbe épisode toutes les deux. Et donc l'épisode avec Betty a assez bien fonctionné. J'en ai enregistré d'autres avec des voyageurs, des voyageuses surtout au début, dont j'avais suivi le parcours et avec qui j'avais envie de discuter, d'en apprendre plus sur leur voyage. Et elles ont toutes répondu présentes et de là, on a enregistré quelques épisodes et ça permet aussi du coup de donner, une vision assez large du voyage à vélo, que ça soit un voyage à vélo long cours ou sur quelques week-ends dans l'année, que ça soit seul ou en groupe, qu'il y ait un projet derrière, comme par exemple, visiter des écolieux ou développer des initiatives en rapport avec l'écologie, derrière. Bref, c'est tout un panel de voyageurs à vélo et c'est chouette de leur donner la parole et la possibilité de s'exprimer sur leur voyage. À dans 15 jours.